Pendant que l'affaire d'Anyinvo déroulait ses pages avec l'ouverture du procès 15 ans après les faits et que les regards sont tournés vers le palais de justice de Cotonou, Patrice Talon, lui, s'entretenait avec les confrères du journal Jeune Afrique pour donner sa part de vérité sur les grands dossiers de la nation. Mais avant lui, Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien chef de l'État béninois, a aussi parlé, a dit beaucoup de choses sur la gouvernance de Patrice Talon et sur l'état de droit de notre pays. Au plan national, ce sont les grands faits qui retiennent l'attention, qui ont marqué l'actualité politique nationale cette semaine. Zone Franche se propose de passer en revue tout ceci avec Gilles Rundolo. Il est maire de Glazoué, une commune du département et des collines qui vit ces réalités comme toutes les autres d'ailleurs de notre pays et dont on évoquera quelques-unes par ici ce matin sur votre émission. Notre invité, en compagnie de 39 autres de ses collègues, est allé toucher du doigt en fin de semaine ce qui se passe à la GDIZ, la zone industrielle de Glodigbe. Il partagera bien entendu avec nous son constat sur place. Monsieur Rondolo, bonjour. Bonjour, monsieur Aounon. Merci d'accepter l'invitation de Canal 3 Télévision. Chers téléspectateurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Bonjour à toi, Éric Guédénon. Bonjour Franck Arnaud, monsieur le maire de Glazoué, bonjour et merci de choisir de passer votre dimanche matin avec nous sur ce plateau. Bonjour monsieur Guédénon, c'est avec plaisir. Franck a évoqué les sujets que nous allons aborder. Le premier, c'est ce procès, l'ouverture de ce procès attendu par le peuple béninois. Vous êtes plutôt content de l'ouverture de ce procès? Ben écoutez, j'aborderai la question sous un autre angle. Vous l'avez rappelé tantôt, ça fait 15 ans que cet événement malheureux a eu lieu. Et je veux rappeler ici que Pierre Urbain d'Anyinvo est un haut cadre de l'administration béninoise, un financier. Je veux rappeler qu'il est père de famille, qu'il a des enfants, qu'il a une épouse ou peut-être plusieurs. Et vous imaginez, quand papa sort de la maison un matin, il embrasse son épouse, il embrasse ses enfants et tout le monde est dans l'attente qu'il rentre le soir. Et quand votre père est parti dans ces conditions et de cette manière, alors quel va être votre état d'âme 15 ans après? Ça veut dire que je compatis déjà à la douleur de ses enfants, de sa famille, qui sont restés dans l'attente jusqu'à ce jour. Et vous imaginez, leur état d'âme est le mien. Je dirais enfin. Enfin, on aborde cette histoire qui aidera une certaine famille à faire le deuil de son parent qui n'est plus. En tout cas, maintenant, nous y sommes. Le procès est ouvert. Mais quand vous relevez cette attente, selon vous, c'est la faute de qui? Ben écoutez, malheureusement, notre pays est ce qu'il est. Et on n'a pas à incriminer quelqu'un. Nous connaissons les procédures administratives. Nous savons que, surtout en matière de justice, bien avant donc que la rupture ne s'installe, il y a eu des situations qui ont duré 30 ans. Des gens ont passé plus de 30 ans en prison à attendre qu'on les écoute, que le procès ait eu lieu, qu'ils soient disculpés ou confirmés ou inculpés, etc. Ça n'a pas été le cas. Donc, on impute ça aux lenteurs administratives et on ne peut que se réjouir qu'aujourd'hui, dans la maison justice, la moyenne qu'on est en train d'observer est peut-être de 15 ans, réjouissons-nous. Le plus important aujourd'hui, c'est que ce procès puisse aller donc à son terme et que, enfin, on puisse connaître la vérité, qu'on puisse savoir concrètement qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans, Pierre Urbain d'Anyinvo, qu'est-ce qu'il a eu, qui sont les acteurs et que chacun puisse assumer ses responsabilités. Déjà, on a eu bien des déclarations déjà au niveau du tribunal, des témoins qui ont été appelés à la barre. Lorsque vous faites la lecture de toutes ces déclarations, quel sentiment se dégage déjà? Écoutez, on a eu plusieurs témoins de différents ordres, de différentes qualités, en fonction donc de la position que chacun d'eux occupait à ce moment donné. Nous, de ma position, je ne peux que les encourager, ces témoins-là, à dire ce qu'ils savent de l'événement qui s'est produit et à permettre au peuple béninois de vraiment apprécier réellement qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans et enfin permettre donc aux parents du défunt de faire le deuil parce qu'on dit ça n'arrive pas qu'aux autres. Et vous vous rappelez, au temps du président Soglo, si ma mémoire est bonne, il y a eu un préfet, un préfet en tout cas du Nord,
qui a disparu ainsi. Et à ce jour, nous ne savons qu'est-ce qu'il en est advenu de celui-là. Et donc, je pense, de mon point de vue, qu'il faut encourager les témoins, il faut les motiver à dire la vérité, afin qu'on sache concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un a traité ce dossier d'un dossier de faits divers avec des élans politiques. Vous le pensez aussi? Vous savez, quand ça ne tombe pas sur votre tête, on a le loisir de raconter, je dirais de raconter tout ce qu'on veut. Je comprends celui qui le dit, il ne signe pas d'Anivore. Et il n'imagine pas que dans sa vie à lui, que ça soit dans son environnement ou lui-même, il n'imagine pas qu'il peut être victime d'une situation de ce genre. Et je crois que le Bénin est un pays profondément religieux. Je lui pardonne. Je lui pardonne ses propos. Parce que s'il pouvait se mettre à la place des enfants de Pierre Hubin d'Anivore, à la place de sa famille biologique, il ne sortirait jamais ce genre de mots. Lorsqu'il y a disparition d'un homme, on ne sait pas ce qu'il est advenu. On a fini par exhumer quelque part un corps, qu'on dit que c'est le corps de celui-là. Et on parle de faits divers. Ça, c'est un fait divers. Et celui-là n'est pas mort par accident, il n'est pas mort par noyade, il n'est pas mort par incendie, et on dit que c'est un fait divers. Je pense qu'il vaut mieux lui pardonner. Pour l'instant, on ne sait vraiment pas de quoi il est question. On attend de voir justement la fin de ce procès pour savoir véritablement de quoi est mort M. Hubin d'Anivore. Mais ça fait déjà quelques jours de procès, quelques jours d'audience. Il y a des noms qui sont cités, des témoins qui sont cités. La façon dont la procédure est enclenchée, qu'est-ce que cela vous dit? Vous pensez que nous tenons le bon bout et que la vérité sera au grand jour? Je ne suis pas juriste, je ne suis pas du corps de la justice et donc je ne me vois pas dans une posture pour apprécier la méthodologie ou les procédures telles que le procès se déroule. Je suis un citoyen lambda qui suit comme tout le monde et moi je suis satisfait parce que j'ai foi en la justice de notre pays et je fais confiance à tous ceux qui sont en train de conduire ce procès. Ils en ont conduit bien d'autres. Et donc, en se mettant donc dans cette poursuite, de mon point de vue, je crois qu'ils font leur job. Laissons-leur faire leur travail. Et puis, donnons-leur confiance. Alors, et puis, on verra bien la suite. À l'époque des faits, nous avons vu des acteurs politiques qui ont battu le macadam pour indexer, disons ouvertement, l'État d'être à l'origine de cette disparition. 15 ans après, les mêmes acteurs politiques sont là. Pensez-vous qu'ils devraient se remettre en scène pour tenir le même discours? Parce qu'on en avait vu un certain nombre. Qu'est-ce que cela vous dit? Vous êtes acteur politique également. Et lorsque un drame comme ça se produit et que des acteurs politiques vont jusqu'à marcher, on a vu foule dans les rues de Cotonou et même dans d'autres villes pour réclamer la réapparition de Hubin d'Anivore. 15 ans après, les acteurs sont là. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de ces acteurs-là? Alors, moi, je serais à la place de ces acteurs politiques que je me réjouirais que enfin ce procès ait lieu. Je me réjouirais davantage et si les conditions sont réunies, et de mon point de vue, les conditions sont réunies, parallélisme des formes oblige, il faut qu'ils puissent manifester leur joie à ce que enfin ce procès se réalise. Malheureusement, nous sommes dans un pays où nous, acteurs politiques, n'assumons pas toujours notre responsabilité, n'assumons pas toujours nos propos. Et je crains que dans le contexte actuel, ces acteurs dont vous parlez n'aient pas le courage de sortir, de battre le macadam, comme vous l'évoquez, pour dire, enfin, on est content que ce procès-là ait lieu, malheureusement. Pourquoi pensez-vous qu'ils n'auront pas le courage? Ben écoutez, ça fait quelques jours qu'on a démarré. Et si ça devait se faire, on devait observer des signaux. Moi, je n'ai pas vu de signaux jusqu'à ce jour. Ils attendent peut-être beaucoup d'éléments d'appréciation. Lorsque vous parlez, vous avez évoqué quelqu'un qui parlait de faits divers, ben, il fait partie de ceux-là. C'est un acteur également. Et donc, de mon point de vue, c'est déjà des prémices qui nous permettent d'apprécier ou non si les 10 acteurs politiques aujourd'hui auront le courage de sortir et de s'assumer, d'affirmer ou du moins de confirmer
cette belle intention qu'ils ont eue il y a 15 ans. Mais vous avez constaté avec nous que depuis le début de cette affaire, les politiques en ont fait une récupération qu'il évoque justement comme un point d'ombre dans la gouvernance d'un président, qu'il évoque comme un déficit de justice dans notre système, les syndicalistes, les acteurs de la société civile et tout ça. Aussi, est-ce qu'on a pensé aussi à la peine que la famille pourrait ressentir quand des politiciens jouent à ce jeu avec une telle situation? Comme je l'ai dit tantôt, et c'est bien dommage, ça dit que les politiciens sur nos cieux n'assument pas, malheureusement, n'assument pas. Parce que ce dont on parle, c'est un fait suffisamment grave pour qu'on en fasse une récupération politique. On n'a pas besoin d'en faire une récupération politique. Le fait est là. Nous avons une justice. Il y a un événement malheureux qui est survenu. Mais qu'est-ce qu'on doit attendre en tant que Béninois? On doit attendre que justice soit rendue. Et donc, logiquement, on n'a pas besoin d'en faire un événement politique. C'est vrai que il y a des témoins qui commencent à citer des gens d'une certaine hauteur dans notre pays, d'éminentes personnalités. C'est là où peut-être le contexte politique dans lequel nous sommes aujourd'hui, vous savez que bientôt la fièvre électorale va commencer. Vous savez qu'aujourd'hui au Bénin, on a deux grandes tendances. Il y a la mouvance, il y a l'opposition qui est incarnée par l'ancien président de la République, le président Yahi Boni. Et lorsque on le cite à la barre, vous êtes d'accord avec moi que l'opposition puisse s'inquiéter. C'est normal. Mais de mon point de vue, si chacun de nous se remet en cause et rentre dans une posture de responsabilité, on n'a pas à s'inquiéter. Si vous êtes chef de l'État, chef d'État, vous n'êtes plus aux affaires, même si vous êtes aux affaires et que votre nom est cité dans une affaire, je crois que le minimum pour vous, c'est de pouvoir vous présenter et de dire votre vérité. C'est si facile que ça, puisque vous le dites. C'est si facile que ça, puisque vous le dites. Mais ça le devrait, parce que nous sommes tous des citoyens et le principe est clair, nul n'est au-dessus de la loi. Et donc, de mon point de vue, nous n'avons pas à apprécier ça en termes d'aisance, de facilité ou de difficulté. Ce dont il s'agit, votre nom est cité, cela va de soi. On ne demande pas qu'ils viennent se présenter nécessairement à la barre. Mais, bon, ça, je n'apprends rien aux juges, je n'apprends rien aux magistrats. Si la justice a besoin de lui, nul n'est au-dessus de la loi. Et quand vous parlez des inquiétudes de l'opposition, elle n'a pas attendu l'ouverture même du procès pour tirer la sonnette d'alarme sur, par exemple, des menaces qui pèseraient sur le président, le leader charismatique. Vous en faites un lien, vous faites un lien avec ce procès qui est en cours? Vous savez, moi j'aurais été opposant que j'animerais l'opposition autrement. De quelle façon? Et avant qu'on en arrive à ça, je dirais que notre opposition est incompétente. Nous avons été... Non, je pèse mes mots. Nous avons été dans l'opposition. Ça reste un parti politique. Oui. Vous êtes de la mouvance aussi. Donc, vous imaginez un acteur de l'opposition dit que voilà, la mouvance manque de compétences. On ne va pas permettre ces mots. Moi, je le dis. On ne va pas permettre ces mots. L'opposition est dans son rôle, sans doute, avec ses réalités. Et vous êtes dans votre rôle aussi. Je les prends au mot. Lorsque vous faites des déclarations, parce que tout ce que vous dites là, pour moi, ce sont des déclarations sans fondement. Dans la mesure où vous accusez, vous dites, notre leader est en difficulté, il y a des menaces qui pèsent sur lui, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut en apporter la preuve. Vous n'avez pas de preuve, vous ne faites que des déclarations. Ça s'appelle comment? C'est d'abord la déclaration et que les preuves viendront après. De mon point de vue, c'est une manière indirecte de jouer à la victimisation. C'est une manière indirecte d'inciter le peuple à la révolte. C'est une manière indirecte de semer le trouble. Non, mais au bas de leur déclaration, ils ont bien dit qu'on invite le peuple à la sérénité et à se mobiliser pour pourquoi? Pour faire front contre tout ce qui pourrait déstabiliser. Vous ne faites que confirmer ce que je dis. Parce que imaginez Gilles Rondolo, maire de Glazoué, je sors de mon bureau et je fais ce genre de déclaration. Mais le bas peuple prend ma parole pour une parole d'évangile. C'est le maire qui l'a dit. C'est ce qui va être relayé.
les gens diront, c'est telle personne, telle personnalité qui l'a dit. Et vous imaginez ce que ça fait dans le subconscient collectif, ce que ça fait dans la tête de chacun de nous. Mais c'est ça qu'il faut apprécier. Moi, j'aurais été à leur place, s'ils ne sont pas incompétents, mais c'est de dire, voici la preuve. Il y a tel élément matériel qui permet, qui nous conforte, qui nous amène à croire que notre leader est en difficulté, etc. Il n'y a pas d'élément. Il n'y a pas d'élément. Donc, c'est une manière de dire des choses pour soulever la population. Et on n'est plus à cette étape-là, malheureusement. Parce que vous avez vu, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, quel est l'impact sur le terrain? Il n'y a pas d'impact. Vous pensez? Non, mais on est sur le terrain. Vous avez quelle mesure, enfin, quel instrument de mesure? Mais écoutez, s'il y a impact, ça veut dire que des lignes doivent bouger. Mais vous avez vu quelles lignes bouger? Je donne un exemple. Vous avez délibérément choisi de ne pas voir les lignes qui bougent. Je donne un exemple. Je donne l'exemple de mon grand ami Guizot, affectueusement appelé Guizot, qui a appelé à, je ne sais pas si c'est un jeudi ou qu'est-ce qu'il a dit là, un matin rouge ou quelque chose. Hey, ça a apporté quoi? Rien. Et Guy Dossou Mitokpe, lui-même dans sa posture, pour toute l'expertise qu'il a en matière donc d'activisme, doit se remettre en cause et comprendre qu'à l'étape où nous sommes, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Et il n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne bouge pas. Et moi, je vais le leur dire ce matin. C'est qu'on a vu les autres affaires. Et les Béninois ont le temps aujourd'hui de comparer deux choses et de se faire leur opinion. Sinon, le peuple béninois, tel que nous le connaissons, il aurait réagi il y a longtemps, si tant est que tout ce qui se dit aujourd'hui est vrai et qu'il est juste. Mais l'exemple que vous donnez me fait penser à une autre initiative de ce genre, organisée sous Niaï. Bien sûr, et qui a pris. Peut-être qu'à l'époque, on ne censurait pas les marches. À l'époque, on ne mettait pas la police aux trousses des citoyens. Dites-moi, à quelle époque on censure les marches? Aujourd'hui, vous avez lu le communiqué du Parti Les Démocrates. Même tenir des réunions dans nos localités, c'est un problème pour eux. Ils ont dénoncé cela. Écoutez, et donc aujourd'hui, peut-être dans leur peau, aujourd'hui, c'est hyper compliqué de réaliser un certain nombre d'activités. Voilà. Et donc, peut-être que c'est peut-être le cas. Écoutez, quel que soit le régime, je dis bien quel que soit le régime, on remonte au temps du régime du président Mathieu Kérékou, on passe par le président Soglo et ainsi de suite. Président Yaïboni lui-même, on a vu les syndicalistes marcher dans ce pays. On a vu comment ils ont été matés. Ils sont encore vivants. Certains parmi eux, ces grands leaders syndicalistes, sont encore vivants et ils peuvent porter le témoignage. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on veut considérer qu'il n'y a que sous la rupture qu'il y a des difficultés? Vous érigez cette forme-là de diriger, de gouverner comme norme, c'est ça? Est-ce que c'est la bonne manière de, par exemple, étouffer les manifestations de gens, d'interdire ou encore de ne pas permettre aux gens de se réunir, de libérer l'expression? Vous savez, hier, je tiendrai les mêmes propos que vous. Aujourd'hui, je suis aux affaires. Parfois, nous avons des informations dans nos petites positions que monsieur tout le monde n'a pas. Je vous donne un exemple concret. 2021, lorsqu'il y a eu la marche 5 ans, c'est 5 ans, etc. À Glazoué, ils ont marché. Je suis descendu les rencontrer. On a échangé. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans ce groupe, ne me sachant pas comprendre toutes les langues du milieu, mais des gens se susurraient qu'il faut me poignarder, par exemple. Alors, imaginez que ce jour, celui à qui on a dit poignarde-le, il passe à l'acte. Mais moi, j'étais allé, c'était pour leur faire du mal? Pas du tout. C'était pour les apaiser, c'était pour les écouter. La suite, je ne vous fais pas dire. Nous avions eu d'autres rencontres dans des conditions spécifiques et on s'est expliqué. Et depuis ce jour, vous avez encore vu quelque chose à Glazoué? Et donc, c'est la raison pour laquelle on n'observe pas ces marches aujourd'hui, des questions de sécurité. Écoutez, si dans ma position à moi, je vais vous donner un exemple, et le président Azanaï pourra témoigner. Le président Azanaï est venu faire des activités à Glazoué. Il m'a appelé pour me dire, voilà, qu'il a des informations que j'ai interdit, ou du moins que je vais interdire l'activité. Je dis, mais président Azanaï, mais pourquoi interdirais-je votre activité? Il n'y a aucune raison. Vous avez fait la démarche, vous l'avez fait dans les délais. Mon devoir, c'est de l'encadrer.
Et je l'ai encadré. J'ai mis les forces de l'ordre à sa disposition. Tout a été encadré. Il est venu à Glazoué, il a fait son activité, il est parti. Mais est-ce que pour autant Glazoué a brûlé? Est-ce que pour autant quelque chose a changé? Mais si j'avais des informations qui me confortent dans une position que cette activité allait semer un trouble à l'ordre public, mais j'aurais interdit ça. Monsieur le maire, est-ce que lorsque des opposants, des formations d'opposition déposent une autorisation, une demande d'autorisation pour manifester sur votre territoire, ça vous donne... c'est un casse-tête pour vous? Pourquoi ça va être un casse-tête? On est des hommes libres et chacun de nous a le droit de manifester, de dire, d'exprimer sa pensée. Comment vous traitez souvent ce genre de dossier? Mais c'est ce que je viens de vous expliquer. Ce genre de dossier n'a pas un traitement spécial. Lorsque quelqu'un veut manifester, on doit l'autoriser. C'est le principe. Mais si après, j'ai des informations qui ne me rassurent pas sur l'intention réelle, ou du moins même les acteurs parfois, même les acteurs, en interdisant, nous les protégeons. Parce que lorsque vous êtes un leader, vous êtes devant une manifestation et que, je vais vous donner un exemple, ce qui s'est passé à Kadiaoun il y a quelques années. LBM, les Bayol Motors, qui a sa station juste à côté, son espace où il expose ses véhicules. Mais lui là, c'est un politicien. Mais quel problème il a avec les manifestants? Mais vous et moi, nous avons vu la suite, où ces installations ont été incendiées, ces véhicules ont été vandalisés. On a vu. Mais qui a payé cette facture-là? Mais ce n'est pas les manifestants. Donc, quand vous avez dans vos rangs des gens incontrôlés et que vous n'avez pas la possibilité donc d'encadrer, mais nous, on n'a pas un autre choix que de dire, attention, je ne peux pas autoriser cette manifestation. Et ça, c'est d'abord pour protéger les leaders qui organisent la manifestation, parce que si on laisse faire, ce qui va suivre par la suite, c'est quoi? Mais c'est qu'ils seront appréhendés, puisque c'est sur leur compte qu'il sera mis tout ce qui se serait passé et qui ne rentre pas dans une logique de paix. Vous avez vu, dans d'autres pays, hein, les gens sont bien organisés, pacifiques, non violents, et ils font leur manifestation, il n'y a pas de problème. Allez, monsieur le maire, nous allons passer à autre chose. Vous avez certainement lu dans les colonnes du journal Jeune Afrique l'interview accordée par Patrice Talon. C'est pour vous un instant de vérité ou de l'opportunisme médiatique, politique, tout ce que vous voulez? Comment vous appréciez la chose? Écoutez, la première expression que j'ai eue, c'est que je suis face à un homme comme tout le monde, un homme ordinaire. Et il y a 3 mots qui résument mon appréciation de cette sortie. C'est amertume, c'est regret et c'est espérance. Pourquoi? Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette sortie. La première thématique, ou du moins l'une des thématiques qui me semble la plus douloureuse, et c'est pour ça que j'appelle d'amertume et de regret, ce sont les propos tenus par le chef de l'État, le président Patrice Talon, sur son ami frère, Olivier Bokor. Et vous n'imaginez pas, nous sommes sur ce plateau. Si ça devait arriver, j'imagine que M. Aounou et moi, on est de bons amis, etc. Mais s'il y a quelque chose qui vient briser cette amitié-là, est-ce que vous imaginez chacun de nous l'impact que ça peut avoir sur lui? Et donc, moi, j'ai trouvé un chef d'État qui a exprimé ses amertumes. Mais dans le même temps, ses regrets. Parce qu'il a perdu un ami. Il a perdu un frère dans un jeu de trahison, dans un jeu de pouvoir. Et il a compris, quelque part, c'est par sa faute. Parce qu'il n'a pas dissocié le pouvoir de l'amitié, de la famille. Ce sont des thématiques qui ne s'entremêlent pas. Lorsque vous ne les dissociez pas, malheureusement, c'est ce qui peut arriver et c'est ce qui est arrivé. Et on ne peut que dire Yako au chef de l'État, on ne peut que lui dire beaucoup de courage. Nous compatissons à ce qui s'est passé. On n'est pas heureux pour lui déjà du fait que des intentions du genre aient pu naître et qu'il y a eu un début de passage à l'acte tel que nous l'avons tous suivi dans le réquisitoire du procureur spécial. C'est bien dommage ce qui est arrivé, mais c'est la vie. Et ça nous ramène donc à notre état, à notre humanité, à notre état d'humain, comme quoi
le pire peut arriver dans le monde des meilleurs. Dans votre parcours politique, vous avez déjà subi un tel coup, même si ce n'est pas à ce degré-là. Ben écoutez, le jeu politique lui-même, c'est quoi? C'est un jeu de donner des coups, c'est également un jeu de recevoir des coups. Donc le premier principe... Un jeu de trahison. Et bien sûr, le jeu de trahison, c'est tous les jours en politique. Hier, quelqu'un est avec vous, il vous promet ciel et terre, il jure par tous les dieux qu'il est un militant, qu'il est engagé, mais le lendemain, la partie adverse lui fait la cour, pour une raison ou une autre, il s'en va. Quand ça se passe comme ça, vous avez envie de vous venger de cette personne, vous avez envie de lui rendre également des coups? Non, non, parce que ça fait partie du jeu. Et lorsque vous ne vous forgez pas une âme qui accepte ça, la digère et avance, puisque celui qui dit « je ne suis pas avec vous aujourd'hui », ben demain il est avec vous. Je vais vous donner des exemples dans ma circonscription. Je connais des gens qui ont juré uniquement par le bloc républicain aux élections communales, mais aux élections législatives dans le temps, ont juré pour d'autres partis politiques. Et je connais des gens qui nous ont dit à un moment donné, écoute, malheureusement, je ne voterai pas pour toi. Et ils ont donné leur raison. Mais pour autant, l'amitié n'est pas cassée. On continue d'être ensemble. Donc, si vous n'avez pas cette capacité à savoir accepter, savoir digérer, relativiser... C'est peut-être pas une trahison, c'est pas conviction. Oui, mais... C'est-à-dire que les principes qu'il défendait en vous soutenant n'étaient pas respectés et qu'il faut passer à autre chose. Oui, mais de votre point de vue, pourquoi soutiendrais-je quelqu'un pour un type d'élection et pour un autre type d'élection, je ne le soutiens pas? Les principes ont changé entre-temps. Alors, monsieur le maire, Patrice Talon a évoqué dans cette interview, je voudrais le citer, qu'il a construit un monstre. Vous qui êtes de la mouvance, monsieur Olivier Bokor, vous l'avez sans doute connu, rencontré, je me trompe ou, enfin... Vous ne vous trompez pas. Olivier Bokor, c'est un grand frère. Moi, je l'appelle Fofo. D'accord. Alors, cette description que fait Patrice Talon de ce même monsieur aujourd'hui, en le qualifiant de monstre, est-ce que vous l'avez connu comme ça? Ben écoutez, je ne me permets pas de porter une opinion, d'apprécier cette partie des propos du chef de l'État. Nous avons observé que les acteurs politiques de la mouvance se sont beaucoup réservés à aborder ce sujet. Déjà, dès l'ouverture du procès, ces événements sont passés. Bon, maintenant que le chef lui-même a parlé, je pense que les acteurs aussi peuvent s'ouvrir. Donc, on voudrait vraiment, en toute sincérité, avoir votre lecture sur la question. De mon point de vue, on porte un jugement, on porte une opinion sur ce qu'on sait. Oui, vous l'avez connu. Bien sûr. Vous l'avez vu faire. Moi, j'ai connu exercer tout ce pouvoir que Patrice Talon lui a concédé. Il a dit dans cette interview où il avait le renseignement. J'ai connu Olivier Bokor avant qu'il n'aille en exil. J'ai connu Olivier Bokor pendant son exil. J'ai connu Olivier Bokor quand nous avons ensemble conquis le pouvoir. J'ai connu Olivier Bokor lorsque le chef de l'État lui a délégué dans l'exercice du pouvoir. Exactement, je l'ai connu à toutes ces étapes-là. Donc nous avons la bonne personne devant nous alors. Moi, je vais vous dire, j'ai eu une chance peut-être exceptionnelle avec eux tous. Au moment où tout le monde se plaint pour dire, moi je l'appelle, il ne décroche pas, je lui écris, il ne me répond pas. Moi j'ai cette chance, cette grâce. Quand je leur écris, autant qu'ils sont, ils me répondent toujours. Et donc, je ne vais pas renier la personne de Olivier Bokor sur votre... Alors, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Dans le temps, est-ce que vous avez eu l'impression que le chef de l'État, lui, donnait trop de pouvoir en toute sincérité? Lui donner trop de pouvoir, c'est ce que j'essaye de vous dire. Moi, je ne peux pas apprécier. Ce que je sais, Monsieur le maire, on a l'impression que vous avez la question avec beaucoup trop de prudence. Vous ne le savez peut-être pas, je suis expert comptable. Je suis libéral. Et dans mon métier, il y a l'indépendance. Donc, je suis constitué ainsi. L'expertise comptable, c'est pas la politique. C'est deux choses différentes. Attendez, non, attention. La personnalité d'un homme, c'est un tout qui le fonde. Et en tant que tel, ce n'est pas à mon âge, à 50 ans passés, que je vais me refuser d'apprécier ou d'assumer.
C'est ce que vous êtes en train de faire, monsieur le non, maire, parce qu'on vous a vu tout à l'heure, quand on a évoqué le sujet des démocrates, vous êtes allé jusque même à les traiter, voilà, je ne voudrais pas répéter ce mot. Vous nous avez dit, avec des détails, comment vous connaissez l'homme avant, pendant et après. Donc pour nous sommes en face de quelqu'un qui est en mesure quand même de contextualiser les propos du chef de l'État. Si vous me demandez d'apprécier les faits qui lui sont reprochés, mais écoutez, c'est des faits... Nous allons y arriver. Ah ben, ok. Nous allons y arriver. Je voudrais juste m'assurer que ce mot que Patrice Talon a utilisé en parlant de monstre, est-ce que c'est partagé au sein de la mouvance? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez vu Olivier Bokor? Olivier Bokor, comme ça, en dehors de cette trahison qui est déplorable, qui a condamné et que nous avons tous relevé, avant que cela n'arrive, mais moi, j'ai jamais vu en lui un monstre. Jamais vu en lui un monstre. J'ai vu en lui plutôt le prénom qu'il porte, Ange. Et heureusement, il y a quelqu'un qui a écrit Ange et démon. Alors, à partir de là, la glissade a été plus facile dans son cas. Et donc, de mon point de vue... Patrice Talon a raison aujourd'hui de parler de monstre. C'est ça, vous voulez dire? Il a été trahi. Il a été trahi. Olivier Bokor est le seul dans ce pays qui peut te dire, le chef de l'État a dit, c'est comme ça, tu t'exécutes sans même chercher à vérifier, à confirmer cela auprès du chef de l'État. D'accord. On voit aisément la chose. Alors, quand on parle de la gestion d'un État, vous pensez que ça fait bien que ce genre de rapport puisse se primer sur les principes de l'État et que, même en toute amitié, même en toute fraternité, on puisse confier autant de rôles, autant de pouvoir à quelqu'un qui n'a aucun poste officiel, dont le nom ne figure nulle part? Est-ce que vous pensez que ça devrait exister? Vous savez, autant que nous sommes dans nos responsabilités différentes et diverses, nous avons toujours quelqu'un sur qui nous comptons. Un homme à tout faire. Quelqu'un que tu peux réveiller à 1h du matin pour lui dire, va à tel endroit me régler un problème. Même moi, j'en ai. À la mairie de Glazoué? Oui, on en a toujours. On a toujours quelqu'un. J'espère que vous prenez la disposition pour qu'il ne devienne pas un monstre plus tard. Malheureusement, ce n'est pas un domaine d'activité où on dit ça ne m'arrivera jamais. Ce n'est pas un domaine où on peut l'affirmer. Je vais vous donner des exemples. Moi, j'ai eu des amitiés, des gens en qui j'ai placé toute ma confiance. Mais après, ils ont posé des actes que je ne suis pas arrivé à m'expliquer. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Que lui-même, à ce jour, n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Ça veut dire quoi? Si déjà... N'est-ce pas une réponse trop facile? Tout le monde peut le dire, non? Je ne juge pas. Je ne me permets pas de juger. Moi, j'ai foi en la personne. Je lui ai posé une question. Et la personne sait que j'attends une réponse sérieuse de sa part. Elle m'a servi ça. Je la prends, cette réponse, comme elle est arrivée. Et donc, je comprends ce qui est arrivé dans le cas d'espèce, mais malheureusement, nous reprenons tous les jours les mêmes erreurs. Sauf que ce n'est pas de notre faute. C'est parce que nous sommes tous incultes. C'est parce que nous n'avons pas eu le temps d'interroger l'histoire. Parce que sur les questions de gestion de pouvoir, mais l'histoire regorge d'exemples. Vous vous le rappelez, dans la France que nous connaissons un tout petit peu, quand César s'est retourné et qu'il a vu que son fils était dans le coup, qu'est-ce qu'il a dit? Hey, toi aussi, mon fils? Et là, c'est biologique. Et donc, si nous nous interrogions un peu sur l'histoire, je crois que cette histoire nous aiderait à prévenir ou à éviter un certain nombre de choses. Je crois que le président Talon lui-même, il a tiré les leçons. En tout cas, il a tiré les leçons, il a évoqué combien lui-même, il n'arrive pas à s'expliquer le cours de ces événements. Je pense qu'il a aussi parlé de son successeur. Très peu de personnes aussi arrivent à évoquer ce sujet dans la mouvance, même au niveau des formations politiques. Je ne sais pas si votre formation politique a évolué dans les débats, dans les discussions. Est-ce que le choix d'un candidat est en train d'être fait? Mais Patrice Talon dit qu'il travaille et que l'exercice est en cours pour trouver un dauphin. Vous savez,
Ça vous rassure? Non, mais écoutez, les Béninois, malheureusement, sont trop friands du jeu politique. Pourquoi ne le seront-ils pas? Non, mais vous les avez habitués peut-être aussi à ça. Je ne le les dénie pas. J'approuve, j'apprécie, je les y encourage. Quand il a été question, je prends l'exemple du Bloc républicain, d'aller aux élections législatives de 2019, ben, c'est, je ne sais pas, combien de mois avant les élections, on nous a dit c'est tel qui sera candidat. Il y a eu un processus. Attendez, il y a eu un processus. Je prends l'exemple de 2020, où on a élu les conseillers municipaux. Il y a eu un processus. Mais pourquoi voulez-vous que pour les élections présidentielles, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, on n'adopte pas les mêmes principes? Pourquoi? Pour moi, il n'y a aucune raison. Surtout qu'on change une procédure qui marche. Dans le cas d'espèce, nous savons que les élections présidentielles, ou du moins le dépôt des dossiers doit se faire dans un délai donné. Vous voulez qu'on ouvre la compétition tout de suite? Mais non. Mais dans chaque formation politique, il y a des gens qui commencent à exprimer des velléités. Oui, mais ça n'est pas la première fois que notre pays a connu nous ne sommes plus dans le même contexte. Oui, dans le même contexte. Le contexte a changé. Vous dites vous voulez qu'on ouvre la compétition, c'est à croire que c'est un problème d'ouvrir la compétition au sein d'un parti politique. Autant l'ouvrir tôt pour qu'on connaisse mieux ceux qui aspirent à diriger ou bien à une candidature quelconque, à une candidature, par exemple, à la présidence de la République, au niveau des députés, des maires, ainsi de suite, pour qu'on connaisse mieux les challengers, non? Que de tout concentrer et d'attendre forcément un délai donné. Vous savez, aujourd'hui, nous devons remercier, je parle des politiques, remercier le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il nous a aidés à régler un gros problème. Depuis 90, où le jeu électif est devenu un jeu de démocratie, etc. Dites-moi s'il vous plaît, monsieur Aounou, quel est le chef de l'État qui est issu d'un parti politique? Aucun. Aujourd'hui, ça va être une réalité. Et en notre sein, nous connaissons. Nous savons qui peut, qui ne peut pas. Et ceux qui peuvent commencent à murmurer. Ils commencent à dire, ah, moi je suis intéressé. Et donc, à l'interne, ça, ce n'est pas interdit. Le jeu à l'interne n'est pas interdit. Mais après, pour qu'on puisse dire, voici notre champion, ben, il faut qu'on s'accorde entre nous. Vous avez vu ce qui est arrivé au président Yahi Boni en 2016? Il n'a pas réussi à coordonner son équipe et ça n'a pas loupé. C'est allé dans tous les sens. Tel que ça se passe là, vous avez l'impression que ça va marcher comme sur des chapeaux de roue au niveau de la mouvance, qu'on ne va pas arriver à un schéma comme celui enregistré en 2016? Ça n'arrivera pas. Ah oui? Qu'est-ce qui vous le fait dire? Ça n'arrivera pas. Parce que quoi? Regardez bien le bloc républicain duquel je suis issu. Vous pouvez observer la discipline. Vous pouvez observer un certain engagement de chaque militant. C'est vrai que vous allez évoquer quelques cas isolés en mal de comment je vais qualifier ça. C'est-à-dire qu'eux, ils sont formatés d'une manière où, dans un groupe, ils veulent toujours avoir raison sans prendre le temps d'écouter les autres. En dehors de ces cas isolés-là, vous avez vu quelqu'un faire du bruit? Vous avez vu quelqu'un dire qu'il n'est pas d'accord avec ceci ou cela? Alors, c'est des signes. Comment on l'aurait su si votre parti sanctionne la moindre volonté ou expression ou un désir? Nous avons vu le cas de Adambi. Non, pris dans ce sens, c'est une erreur. Cela a sans doute laissé une peur. Le ministre Adambi sait ce qu'on lui a reproché au sein du parti. On n'a pas reproché à Adambi d'avoir des velléités. Non, ce n'est pas parce qu'Adambi dit je souhaiterais être celui que le parti va porter. Qu'est-ce que vous lui avez reproché fondamentalement? Ce qu'on reproche à Adambi, c'est d'avoir commencé à mettre en place des structures parallèles aux partis politiques. Vous avez des preuves? Bien sûr. Adambi lui-même a été écouté. Ça n'a pas été une décision prise, comment dit-on, à la tête du client. Adambi a été écouté et ceux qui animaient l'affaire avec lui ont été écoutés. Et donc, c'est pour vous dire, on ne peut pas avoir un parti que nous sommes en train de construire dans la douleur et dans le sacrifice. Vous imaginez, bien sûr, douleur et sacrifice. Lorsqu'on remonte un peu dans le temps, des militants engagés. Lorsqu'on remonte un peu dans le temps,
quand il n'y avait pas encore le système partisan, chacun de nous avait son obédience politique. Il pouvait aller installer... faire comme il veut, etc. Alors, cette douleur naît du fait qu'il faut faire une césure avec notre ancienne habitude. Vous savez, les habitudes sont têtues. Et quand vous faites cette césure, ensuite c'est le sacrifice. Parce qu'il faut maintenant apprendre à connaître l'autre, il faut apprendre à l'accepter. Et ça, c'est un processus. Alors imaginez que à la fin, le parti porte Adam Mby comme étant candidat du bloc républicain et que ce qu'il avait commencé à faire, on le laisse faire ainsi. Ce qui va se passer, c'est quoi? Quand il va finir par conquérir le pouvoir, mais on va y avoir une autre lutte entre nous, membres du parti, et son dispositif parallèle. Et lui, chef d'État désormais, va probablement privilégier... Pourquoi est-ce que vous considérez au sein du bloc républicain comme un problème créé par Adam Mby? Vous ne pouvez pas le transformer en opportunité. Il a eu le temps d'installer peut-être des structures à la base, d'animer des structures parallèles, récupérer ces structures et puis mettre ça au profit du parti, non? Je ne partage pas votre avis. À la date d'aujourd'hui, Adam Mby est suspendu. Adam Mby n'est pas exclu. Et chaque mot a son sens. Et c'est ce que vous demandez, ou du moins ce que vous croyez, que nous ne faisons pas, mais c'est ce que nous faisons. Parce qu'il faut discipliner. Mais vous imaginez qu'à l'heure où on est, Gilles Rundolo commence à mettre en place des structures parallèles pour dire « je veux être président de la République ». C'est tant mieux pour la santé pour l'ancrage du parti, non? S'il vous plaît. Le maire de Wesser commence pareil. Le maire de Boycon, pareil. Le maire de Paubert, pareil. Ainsi de suite. Tous les ministres BR du gouvernement, pareil. On va vers quoi là? Mais de vous à nous, ça va être monsieur le maire, un parfait désordre qu'on ne peut tolérer et qu'on ne peut cautionner par notre silence. C'est pour ça qu'il faut taper du poing de la table, nous l'avons vu. Mais de vous à nous, cette réforme de façon globale, puisque nous avons entendu aussi Albin Roubedi ajouter quelques critiques sur cette réforme. Est-ce que les acteurs qui l'animent, honnêtement, ne sont pas encore vraiment dans le fond du sujet et qu'ils brûlent toujours envie de retrouver ces habitudes que vous avez évoquées tout à l'heure? Écoutez, est-ce qu'on n'a pas manqué d'échanger avec des gens pour savoir vraiment s'ils étaient vraiment partants dans cette réforme? On est allé trop vite, non? Intéressez-vous au parcours du président Roubedi. Moi, quand j'ai lu le bouquin qu'il a écrit, Il n'y a de richesse que d'or. Non, je donne ces exemples pour dire que ça, c'est les personnes que vous avez entendues. Peut-être qu'en votre sein, vous avez des gens qui mijotent les mêmes idées, mais qui, n'ont peut-être pas le courage de s'exprimer. Peut-être que si vous les mettez dans un coin d'ombre, ils vous diront les mêmes choses. C'est un passé qui est révolu. Et quand vous êtes politique, vous n'avez pas une capacité à lire les événements, vous allez les subir. C'est ainsi le jeu politique. Et je reviens sur le cas du président Roubedi, pour qui je donne beaucoup de respect. À 25 ans, vous imaginez, procureur de la République, docteur d'État en droit, à 25 ans, procureur de la République, véhiculé, logé, garde du corps, tous les privilèges, tous les honneurs. Et puis, le dispositif de ce moment-là a essayé de le corrompre, a essayé de le convaincre à dire le droit dans un sens qui est contraire à celui de la vérité. Lorsque vous avez 25 ans et qu'on vous a tout accordé, vous êtes d'accord avec moi que c'est difficile de dire non. Il a eu le courage de dire non en ce moment. C'est le même courage qui a conduit le président Roubedi dans son discours, lorsqu'il a reçu le chef de l'État, a dit que le président Patrice Talon a hérité d'un État. Il a aligné les adjectifs. Vous étiez d'accord avec lui quand il disait tout ça? Non, allons-y tout doucement. Qu'est-ce qui a pu se passer entre ce moment et aujourd'hui pour qu'il fasse ce genre de déclaration? Vous savez quoi? En droit des sociétés, en France, en droit des sociétés, il est écrit noir sur blanc qu'à partir de 75 ans, on ne peut pas être président de conseil d'administration. Mais pourquoi? Sûrement parce que les gens ont évalué nos capacités et ont compris qu'à partir d'un certain âge, il y a des responsabilités, il vaut mieux ne plus confier.
Et moi, je dirais que c'est ce qui arrive au président Hongedi. Il a loupé une occasion de garder la sagesse que nous lui connaissons. Malheureusement. Malheureusement. Aujourd'hui, ça fait jaser, ça parle dans tous les sens. Alors, on va rester dans une actualité un peu plus récente. Nicéphore Soglo également a parlé sur RFI. Un mot rapidement, on va parler de votre domaine de prédilection. Vous êtes élu local. On va parler de développement des communes maintenant. Alors, un mot rapidement sur son intervention. Je risque de me répéter, parce que vous prenez le président Soglo. Il n'y a pas encore, je crois que c'est cette année, quand il a eu l'occasion de visiter la GDIZ, on l'a tous suivi. N'est-ce pas? Vous avez aimé? Non, mais c'est pas... Non, moi, je n'ai pas d'état d'âme. On a un peu comme le sentiment que quand ces mêmes personnages portent des avis assez positifs sur votre gouvernance, vous applaudissez, vous êtes content, vous trouvez qu'ils sont sages. Mais quand les mêmes sages évoquent des critiques, défaut de sagesse... Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, il faut remettre chaque chose dans son contexte. Vous voyez, les points qu'ils abordent, ces points sont nés de quoi? Sont nés du fait qu'à un moment donné, il y a un groupuscule de gens qui a refusé de faire avancer le Bénin. 2019, que tout le monde évoque, où on dit il y a eu mort, il y a eu. Mais 2019, là, qui sont ceux qui sont à la base? Mais c'est l'opposition d'alors. De quelle façon? C'est une grosse affirmation. Il n'y a pas une procédure judiciaire qui a été enclenchée pour déterminer les responsables de ce dont vous dites. Donc, on ne peut pas dire ça. Vous savez, il y a un adage chez nous qui dit, lorsque vous versez vos bagages à un endroit là, faut pas faire focus sur là où les bagages se sont renversés. C'est là où vous avez trébuché qu'il faut aller regarder. Aujourd'hui, ceux-là sont au Parlement, n'est-ce pas? Mais avec quelle loi ils sont au Parlement? La loi qu'ils ont combattue. Et c'est en ça que j'admire le président Azanaï, qui est resté égal à lui-même. Pour dire, dès lors qu'on a dit, ce test-là est mauvais, mais écoutez, il faut trouver un autre moyen de lutte, pour convaincre à retirer le dit test. Mais au finish, le test pour lequel vous vous êtes battu à un moment donné, qui a occasionné tout ce qui s'est passé et que nous déplorons tous, mais vous faites fi de ce test aujourd'hui et vous allez vous installer au Parlement pour gagner beaucoup d'argent et pour vous balader dans les ruelles, dans nos vies, dans nos villages. Ils animent la vie politique. Nous allons évoluer, monsieur le maire. On va glisser. J'appelle ça balade. Oui, non, c'est l'animation de la vie politique. On va glisser maintenant dans la décentralisation, les communes sous la rupture. Alors, si on parle aujourd'hui des gains des communes, surtout avec tout ce que le président a battu comme travail, qu'est-ce qu'on peut retenir fondamentalement comme point fort? Qu'est-ce que nous avons gagné au niveau des communes? Alors, au niveau des communes, nous avons gagné beaucoup de choses. Oui. Je commencerai par une évaluation. C'est-à-dire que en 2020, lorsque moi je prenais les rênes de la commune de Glazoué, j'ai fait un petit diagnostic de compétences. Et je me suis rendu compte que les ressources humaines dont j'ai besoin pour faire fonctionner la commune, je n'en avais pas. Et à la suite de ce diagnostic, j'ai écrit au ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale pour lui demander de me mettre à disposition les cadres. Et ça, on n'était pas encore à l'ère de la réforme. Aujourd'hui, c'est chose faite. Mais on va relativiser. Pourquoi? C'est chose faite d'abord parce que dans toutes les communes, nous avons eu des cadres qui sont tirés au sort, etc. On relativise parce que, vous savez, parfois nos cadres ont été en compétition pour ces différents postes. Je prends le cas de ma commune à moi. 6 cadres ont été tirés chez moi, donc ils se sont repositionnés dans d'autres communes, pendant qu'on m'en a donné également 6. Donc, à Glazoué, si j'avais gardé ces 6 cadres-là, en plus des 6 qu'on m'a envoyés, ça aurait été extraordinaire. Et j'imagine que d'autres communes sont dans mon cas. Ils ont vu de très bons cadres qui sont partis. Ils ont vu d'autres venir, mais ça ne se compense pas forcément. Mais ça reste quand même un acquis. Un acquis dans la mesure où c'est des compétences nouvelles, c'est des jeunes, c'est du sang neuf qui est apporté
et qui vient donc meubler l'effectif au niveau de nos communes. Ça, c'est le premier point. Oui. Le deuxième point, et ça, on ne le dit pas souvent assez. Vous voyez, aujourd'hui, moi, j'ai un véhicule de commandement. Mais je vous certifie que tout mon mandat durant, la commune de Glazoué n'aurait pu jamais me procurer, me doter d'un véhicule. Parce que vous n'en avez pas les moyens. Exactement, parce que nous n'en avons pas les moyens. Mais aujourd'hui, le président Talon, à travers les réformes, a doté les 77 communes de véhicules de commandement. Mais ce n'est pas tout. Ce que je veux dire, on me reproche souvent de l'aborder, mais je dis non, pourquoi on ne l'aborde pas? C'est un sujet qui est sur la place publique. Ce qu'on paye au maire comme indemnité. Mais hier, dans mon cas, quand j'ai pris fonction la première année en 2020, je gagnais 300 000 francs environ. Ça, c'est ce qu'on me payait. La deuxième année 2021, ça a été réduit à 200 000. Pourquoi? Parce que, entre-temps, le budget communal ne réussissait pas à mobiliser suffisamment de ressources propres pour me payer les 300 000 que je prenais en 2020, sinon pour les améliorer. Donc, il y a eu un recul. Mais aujourd'hui, avec le président Patrice Talon, je parle des communes ordinaires, le cas des autres, je ne sais pas. Tous les maires, ce sont vos collègues. Tous les maires dans une commune ordinaire sont payés au-delà du million. Et de mon point de vue, c'est excellemment positif. Allez, monsieur le maire, les élus que nous sommes. Nous avons encore 2 petites minutes pour parler de votre descente à la GDIZ. Dites-nous ce que vous avez vu là-bas, ce que vous avez constaté de beau. Écoutez, GDIZ, je dirais que c'est un début. C'est un début, mais qui émerveille. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion, M. Guédénon, M. Aounou, je vous prie, faites un tour à la GDIZ. Nous en avons besoin. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, surtout nous qui sommes de communes rurales, les paysans, nos parents producteurs disent « Mon soja est mal acheté, ce n'est pas payé au bon prix. Mon cajou est mal acheté, ce n'est pas payé au bon prix. » On a besoin de les faire venir pour qu'ils aillent visiter, pour qu'ils touchent du doigt. Pourquoi? Tout le monde est d'accord, on nous l'a enseigné en économie, que lorsque vous devez tirer le meilleur d'une situation, il faut créer de la valeur. Il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée. La GDIZ constitue cet outil, ce début d'outil par lequel le Bénin a compris qu'il faut commencer à créer de la valeur. Et le constat qui est évident et qu'on peut toucher du doigt, on ne voit pas encore les autres aspects aujourd'hui, c'est qu'ils sont plus de 14 000 à être recrutés dans cet environnement et de différents profils. Alors vous imaginez, dans un contexte où aujourd'hui, il n'y a pas l'emploi, c'est difficile à en trouver, que dans un seul espace, on puisse en avoir 14 000, c'est énorme. Tout ce qui reste aujourd'hui à dire, à souhaiter, c'est qu'on puisse démultiplier les GDIZ, ça c'est un début, qu'on ait suffisamment de production, que les 1600 hectares qui sont prévus pour être exploités, je profite pour saluer le dynamisme du directeur général de la CIPI, qui apporte un savoir-faire extraordinaire dans la mesure où il a atteint en 18 mois un objectif qui était prévu pour être atteint en 8 ans. Voilà. Et ça, chapeau à lui. Voilà. Et donc, ce qui nous reste aujourd'hui, c'est de démultiplier. Pour terminer. On est à la fin, malheureusement. C'est de démultiplier la GDIZ dans tous nos départements afin que ça puisse faire tache d'huile dans le Bénin. Voilà, c'est sur ces mots d'espoir et d'espérance de Gilles Rondolo que nous mettons un terme à cette émission, mesdames et messieurs. Zone franche de ce dimanche, Gilles Rondolo, il est maire de Glazoué, acteur politique, membre du parti Bloc républicain. Il a passé quelques minutes avec nous pour donner son avis sur l'actualité nationale. On a fait un peu le tour avec mon collègue Éric Guédénon. Je remercie également toute l'équipe de réalisation et vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se reprend dimanche prochain sur le même canal.